Bonjour à toutes et à tous, ici Joe Tamko, directeur multimédia pour Choc FM 105.1. Aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter un épisode spécial de Stop Racisme 105.1 qui est rendu possible grâce au soutien du gouvernement du Canada. Stop Racisme a pour but de mobiliser des connaissances et de mener une sensibilisation participative pour lutter contre le racisme et la discrimination. Donc l'épisode d'aujourd'hui est sous forme d'un forum sur le thème de la justice. Et j'ai l'immense plaisir d'animer ce forum avec Annick Chalifour, journaliste, rédactrice et recherchiste. Bonjour Annick. Bonsoir tout le monde. Et avec nous, nous avons un merveilleux panel d'avocates avec Maître Ogang, avocate à Angel Law, Maître Jean-Louis, avocate à l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, spécifiquement dans le Centre d'information juridique de l'Ontario, et Maître Notou, avocate et directrice des services d'aide juridique, des services d'emploi et des services aux nouveaux immigrants au Centre francophone du Grand Toronto. Malheureusement, Edwige Gomme, présidente de Point Ancrage Jeunesse, n'a pas pu participer avec nous aujourd'hui, mais vous pouvez retrouver son entrevue sur les plateformes de Choc FM 105.1 sur Stop Racisme. Pour commencer, j'aimerais en fait vous demander quels sont les défis auxquels font face les nouveaux immigrants et les personnes dites racialisées en matière de justice. Maître Notou, est-ce que vous souhaitez commencer? Oui, bien sûr. Bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour discuter du sujet du racisme, un sujet que je trouve très intéressant. J'œuvre dans le secteur de la justice sociale. Je travaille dans une clinique juridique qui dessert une clientèle majoritairement noire et nouvellement arrivée et qui fait face à beaucoup d'obstacles déjà, barrières linguistiques, des défis liés à la pauvreté, à un manque de logement, de discrimination raciale. Et c'est une population immigrante qui a déjà peur des autorités canadiennes. Au service juridique, chez nous, le racisme, ça c'est un constat qu'on a fait, est lié inextricablement à plusieurs facteurs comme la pauvreté, l'éducation, l'emploi et le logement. Chez nous, on a des clients qui font face à des actes de discrimination dans le milieu de travail, par exemple. On représente souvent des personnes qui soit ont démissionné de leur emploi ou qui ont été congédiées. Et lorsqu'ils viennent chez nous, ils nous racontent des histoires, je veux dire, des histoires tellement tristes qu'en tant que juriste, souvent on a des problèmes à croire que ces problèmes existent. Par exemple, je fais mention d'un cas d'une personne de race africaine qui est venue chez nous, nouvellement arrivée, qui s'est trouvée un emploi dans une grosse banque et qui m'a raconté que durant son emploi, il a subi des commentaires de la part d'autres collègues quant à son accent, sa nourriture. Il y en a même un qui m'a dit « Oh, quelqu'un m'a dit, il a pensé que c'était drôle, « Oh, c'est quoi cette merde africaine que tu manges? » Et j'étais choquée. En tout cas, finalement, quand j'ai représenté cette personne au tribunal des droits de la personne, lorsque tous ces commentaires, ces histoires sont sorties, même l'arbitre avait du mal à croire qu'il y avait des actes discriminatoires qui pouvaient avoir lieu dans un milieu de travail comme cette banque. Donc, ça, c'est le racisme au travail. Donc, toujours, il y a de l'apathie où les gens finissent par subir des représailles lorsqu'ils rapportent le problème. Au niveau du logement aussi, on a souvent des personnes immigrantes qui sont victimes, comme je l'ai mentionné lors de notre première rencontre, de chantage. Lorsqu'ils essayent de revendiquer leurs droits, ils demandent à ce que leur appartement soit réparé, par exemple. Et là, ils sont victimes de chantage de la part des propriétaires. On a aussi des personnes qui sont à la recherche de logement et qui ont tous les antécédents nécessaires, mais qui finissent par ne pas
avoir un appartement justement en raison de leur race ou leur ascendance. Et c'est très subtil, je le dis toujours, le racisme est très subtil. Le propriétaire ne va jamais dire « Ah, c'est parce que c'est à cause de ta race que je ne te donne pas cet appartement ». Mais ils finissent par trouver une autre excuse pour ne pas donner l'appartement à cette personne. Au niveau des jeunes aussi, on travaille beaucoup avec des jeunes et c'est dommage que Edwige ne soit pas là aujourd'hui. On travaille aussi avec beaucoup des jeunes noirs surtout dans les écoles pour les éduquer sur leurs droits, notamment parce qu'on a remarqué qu'ils sont souvent victimes de ce qu'on appelle carding en anglais, de fichage de la part de la police. Ils se font arrêter, interroger sans qu'il y ait une raison de le faire. Et nous, à la clinique, on a même commencé à préparer des fiches d'information qu'on a données à ces jeunes dans les écoles, justement pour les préparer dans le cas où ils se font arrêter par les policiers. Et finalement, même dans le système de l'immigration, nous, à la clinique, on travaille beaucoup avec des immigrants. On a remarqué que il y a du racisme, et c'est très systémique dans le système d'immigration. On a beaucoup de familles qui viennent d'Haïti ou de certains pays africains, subsahariens surtout, où le délai de traitement de leur dossier dans les bureaux de visa sont beaucoup plus longs que dans un bureau de visa qui se trouve en Europe, par exemple. Et ça a un impact, bien sûr, sur la réunification des membres de la famille. Souvent, nos clients qui proviennent de ces pays doivent attendre plusieurs années avant d'être réunis avec leur famille. Donc, le racisme est là dans le secteur de la justice. C'est très subtil, je le dis toujours, mais il est là. Donc, Maître Ogang, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cette question? Oui, bonjour. Et puis moi aussi, ça me fait très plaisir d'être ici avec vous, avec Maître Notou et Maître Jean-Louis. Maître Notou a bien couvert les obstacles auxquels font face les nouveaux immigrants et puis ceux qui sont, par exemple, d'origine africaine ou qui viennent d'ailleurs, en fait. Mais moi aussi, je pratique le droit de l'immigration, donc j'ai vu ce type de problème auquel ils font face. Il y a surtout au niveau de la langue, donc quand on parle de francophones, c'est des gens qui ne comprennent pas nécessairement l'anglais ou qui n'ont pas cette aise à parler en anglais ou même à obtenir des services en anglais. Et donc, ça crée des obstacles pour eux. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas quelle loi s'applique à leur situation. Et des fois, ça fait qu'ils ont peur, en fait, de faire face au système judiciaire, qu'ils ont peur de prendre des mesures pour essayer de régler leurs problèmes juridiques. Et il y a plusieurs cas où les gens décident de le faire soi-même, en fait, de préparer leur propre demande sans obtenir de conseils. Et puis, ça peut avoir des conséquences vraiment terribles pour ces gens-là. Mais il peut aussi s'avérer qu'ils vont vers des gens en qui ils font confiance, mais c'est en fait des gens qui les escroquent ou qui les donnent de mauvais conseils. Donc, c'est vraiment un problème assez... c'est terrible, en fait, pour ceux qui viennent au Canada, qui sont nouveaux, qui ne savent pas vraiment où aller, qui ne savent pas quoi faire. Il y a aussi le problème, le coût d'accès au système de justice, parce que nous savons très bien que ce n'est pas tout le monde qui peut se permettre d'embaucher un avocat. Et puis, tous les coûts qui sont associés aux procédures judiciaires aussi, c'est quand même, ça représente des obstacles considérables pour plusieurs personnes, pas que pour les francophones, mais surtout pour les gens qui sont vulnérables. Et Maître Notou a parlé d'éducation pour les jeunes, mais il y a aussi un besoin d'éduquer toutes les personnes, en fait, tous les nouveaux immigrants, parce qu'on remarque qu'ils ne connaissent pas le droit canadien, ils ne connaissent pas le droit de la personne, et donc ils ne sont même pas en mesure de reconnaître quand ils sont dans une situation, par exemple, d'harcèlement racial. Ils ne savent pas quelles mesures ils peuvent prendre pour redresser la situation. Donc, je pense que c'est important pour les organismes communautaires, tous ces centres-là, de faire en sorte que les nouveaux arrivants sachent les droits qui s'appliquent à leur situation et aussi où trouver des services, des avocats à des prix abordables.
en fait, quoi faire si, par exemple, ils ont des problèmes dans leur emploi ou au sujet du logement ou même avec leur demande d'immigration. Merci beaucoup. Et Maître Jean-Louis, est-ce que vous pouvez ajouter quelque chose sur cela? Bien sûr. Alors, bonsoir à tous et merci pour l'invitation. Je suis contente de faire partie de ce panel aujourd'hui. Alors, moi, mon rôle essentiellement, je travaille pour l'Association des juristes d'expression française de l'Ontario, plus spécifiquement au Centre d'information juridique de l'Ontario. Donc, moi, mon rôle, c'est pas vraiment de travailler contact direct avec la personne. Donc, les gens que nous rencontrons, c'est souvent des gens qu'on appelle des justiciables. Donc, c'est vraiment des rencontres de 30 minutes que je fais avec les personnes où je leur donne essentiellement de l'information juridique. Et quand les gens nous appellent, c'est souvent un des premiers défis, souvent ils font face, c'est qu'ils ne sont pas au courant de leurs droits en matière de droits de la personne. Donc, souvent, ils peuvent faire face à une situation, soit de harcèlement, d'intimidation, mais ils ne savent pas en tant que tel, c'est quoi qu'ils doivent se référer, c'est quel genre de situation auquel ils font face. Et souvent, c'est souvent des préjugés et des stéréotypes qui font parfois, qui fait en sorte qu'ils ont l'incapacité à comprendre la situation qui se passe. Un autre défi aussi, c'est au niveau de la langue. Donc, souvent, le fait qu'ils ne parlent pas, soit en français ou en anglais, cela vient aussi limiter leur accès à la justice. Donc, non seulement limiter leur accès, mais surtout, il y a aussi un défi de trouver un interprète qui pourrait les aider à surmonter ces difficultés d'accès à la justice. Et d'autres exemples aussi qu'on voit souvent, c'est que les gens qui sont issus de la diversité, ils ont parfois les capacités ou même ils sont dans l'impossibilité à se trouver un avocat. Et souvent, c'est surtout associé à leur situation financière. Parce qu'il ne faut pas se le cacher que souvent, les gens qui sont issus de la diversité, les minorités visibles, c'est souvent ces gens qui sont plus susceptibles d'être au chômage ou soit d'être sous-employés ou avoir un salaire moindre. Donc, il y a toujours une question de sous-représentation. Donc, mis à part ça, il peut y avoir l'intimidation partout, l'intimidation au travail. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois qu'elle s'est fait intimider en montant l'autobus, qu'un monsieur l'a approché, lui a dit qu'elle devrait retourner dans son pays. Se moquer aussi de l'accent. Souvent, on entend les gens dire souvent que cette personne ne parle pas assez bien le français ou ne parle pas assez bien l'anglais. Donc, c'est souvent ce genre de situation. Et je me rappelle une fois, il y avait un justiciable qui se disait qu'il était victime, qu'il se croyait être victime de profilage racial parce que d'après l'attitude des policiers, il s'était fait arrêter et interroger. Mais lui, il pensait que parce qu'il ressemblait avec un autre homme noir qu'on recherchait, donc il se sentait, par exemple, qu'il était visé. Et l'autre situation que j'ai souvent entendue, c'est qu'il y a quelqu'un, une fois, qui nous a appelé, qui remarquait qu'il y avait souvent de la surveillance policière dans son quartier. Et mais il vivait justement dans une communauté qui était racisée et dans une communauté où les gens vivaient dans des logements subventionnés. Donc, il y avait souvent la surveillance policière qui se faisait dans ce milieu-là. Donc, essentiellement, je pense que Maître Natou et Maître Oga ont parlé de quelques défis en matière de la justice. Donc, je ne vais pas retourner là-dessus, mais aussi, il ne faut pas se rappeler, il y a aussi l'harcèlement qui est aussi une forme de discrimination que souvent les gens ils ne savent pas, une discrimination fondée sur le sexe. Donc, souvent, les gens ils ne sont pas au courant ou ils ne savent pas c'est où qu'ils doivent aller chercher de l'aide. Donc, c'est souvent ça l'un des plus grands défis des personnes victimes d'attitudes racistes ou de discrimination. Oui, et je peux aussi, pardon, je suis désolée, mais je veux aussi ajouter en ce qui concerne la discrimination dans le milieu du travail.
Il y a aussi le fait que, bon, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent au Canada, qui sont diplômés, qui ont de l'expérience professionnelle, mais tout ça, c'est pas reconnu. On leur demande, des fois, même les diplômes ne sont pas reconnus du tout. Il faut tout recommencer, il faut faire des examens. Des fois, ils viennent avec des références qui ne sont pas acceptables non plus. Et on leur demande d'avoir de l'expérience canadienne, qui en soi est discriminatoire. Donc, il y a plusieurs défis qui ont des incidences sur ce qui se passe après. Donc, si vous ne pouvez pas obtenir le travail que vous pensez que vous méritez, ça veut dire que vous allez toucher moins d'argent, ça veut dire que vous allez travailler plus longtemps. Et ça affecte, en fait, si quelque chose vous arrive et que vous devez vous présenter à la cour, où trouver le temps, où trouver l'argent, c'est ça, en fait, ça contribue à d'autres problèmes auxquels font face les immigrants. Ouais. J'aimerais ajouter à ce que vous avez dit. En termes de reconnaissance de diplôme, mais on voit souvent que c'est souvent les pays où la majorité, ce sont des gens qui viennent des pays noirs, comme en Afrique, en Haïti, c'est souvent ce genre de pays. Souvent, c'est pas l'Europe, c'est pas les États-Unis, c'est pas les pays des Occidents, c'est vraiment des endroits spécifiques où on voit aussi que le milieu de la pauvreté, où les conditions de vie sont encore plus difficiles. Juste pour ajouter aussi à ce que Maître Ogueng a dit, pour les nouveaux arrivants qui se cherchent un emploi, souvent, ces personnes sont tellement désespérées qu'ils vont faire n'importe quoi juste pour se décrocher un emploi. Et donc, lors d'une entrevue avec un employeur potentiel, par exemple, il se peut qu'il y ait des questions illégales qui soient posées. Parfois, ça pourrait être sur l'accent, d'où provenez-vous, de quel pays êtes-vous? Et malgré le fait que c'est bien énuméré dans le Code des droits de la personne que c'est illégal de discriminer contre une personne basée sur la race, l'ascendance, on remarque que la tendance est que certains employeurs continuent à poser ces questions et les nouveaux arrivants qui sont ici, qui ne connaissent pas leurs droits, finissent par répondre à ces questions au lieu de juste dire c'est illégal de poser cette question. Et donc, il y a une certaine sensibilisation qui doit être faite, non seulement pour ces nouveaux arrivants, pour les sensibiliser sur leurs droits, mais aussi ces employeurs qui, malgré le fait, sont ici au Canada, ne connaissent pas l'état du droit et qui continuent à pratiquer et poser des questions illégales de ce genre. Oui. Non, vraiment, oui, Annick, vas-y. Bon, vous êtes toutes les trois avocates, vous travaillez depuis plusieurs années, depuis un certain temps avec des personnes issues de la diversité. Alors, j'étais curieuse de savoir si vous avez remarqué une hausse d'attitudes racistes à l'égard des nouveaux immigrants ou des personnes issues de la diversité en termes d'attitudes racistes qu'on a mentionné, les préjugés, la discrimination, etc. Est-ce que vous trouvez que c'est à la hausse? Est-ce qu'on remarque depuis, je ne sais pas moi, depuis 2-3 ans, 4-5 ans? Parce que, par exemple, Maître Aïssa Notou, vous êtes dans le secteur depuis de nombreuses années. Est-ce que vous remarquez une hausse? Je vais parler selon mon expérience. Il y a 2 ans, je pense que c'était en 2020, qu'il y avait le mouvement Black Lives Matter qui avait vraiment pris de force. Et je pense que c'est à ce moment-là que moi, personnellement, j'ai remarqué une certaine sensibilisation au niveau de pas seulement la population, mais des institutions, des organismes qui tout à coup voulaient mettre des mesures en place pour combattre le racisme, que ce soit au niveau de l'environnement de travail, augmenter la diversité. Et je pense même que l'AGEFO avait organisé certains événements pour conscientiser le public sur le problème de racisme dans le secteur de la justice. Pour moi, personnellement, je n'ai
pas vu une augmentation dans le nombre de cas de discrimination depuis ce temps. Je dois dire quand même que je n'ai pas vu une amélioration non plus, qu'au niveau de nos clients, ils continuent à faire face à des actes de discrimination et du racisme. Je sais qu'au niveau des jeunes, par contre, le problème avec la police, ça continue. Et c'est peut-être là où il y aurait probablement, à mon avis, une augmentation dans le nombre d'incidents et d'événements. Dans notre travail à tous les jours, nous, on continue à écouter aux jeunes, surtout noirs, qui nous disent non, moi, je continue à être interrogée par la police. Je connais quelqu'un ou mon ami a été arrêté par la police pour aucune raison. Récemment, on a eu un cas, il y a la clinique des Noirs, Black, la clinique juridique Black, qui nous a demandé de les aider sur un cas d'un immigrant noir francophone qui s'est fait arrêter. Aucun motif. Et la police l'a arrêté, l'a détenu pendant des heures. Donc, on va les aider à faire une plainte pour ce client. Donc, je dirais que c'est au niveau des interactions avec la police que je continue à avoir une augmentation dans le nombre de cas de discrimination et de racisme. Sinon, dans les autres cas, bon, le problème d'immigration, c'est vrai qu'avec les demandeurs d'asile, avec la fermeture des frontières, il n'y a pas eu beaucoup de demandeurs d'asile qui sont arrivés. Mais au niveau systémique, je continue à avoir quand même des cas au niveau de l'immigration où le problème de discrimination n'est pas réglé. Une des choses que j'avais oublié de mentionner, c'est dans le système d'immigration, surtout à la commission de l'immigration, les décideurs sont pour la plupart des personnes de race blanche. Or, les immigrants qui se présentent là continuent à se sentir exclus. Notamment en raison des facteurs liés à la culture, à l'accent et tout. Mais pour répondre à votre question, je ne pense pas que le problème s'est amélioré du tout au fil de ces dernières années. Donc, vous avez remarqué quand même une problématique plus accrue, si j'ai bien compris, avec les jeunes. Oui, les jeunes issus de la diversité. Oui, ouais, voilà. Exactement. Donc, on revient sur ce qu'on a mentionné un peu plus tôt. J'encourage l'auditoire à aller écouter l'entrevue avec Edwidge Gum, dont l'organisme Point Ancrage Jeunesse offre des ressources qui ciblent directement les jeunes issus de la diversité en matière de justice et d'inclusion sociale. Est-ce que Maître Jean-Louis, Maître Angela Ogang, vous voulez répondre à la question ou oui. C'est bon? En effet, j'aimerais juste ajouter, en termes de hausse, je dirais de plus en plus les gens, ce sont des thématiques qui viennent souvent lorsque les gens nous appellent au centre d'information juridique et c'est souvent lié soit au domaine d'emploi ou le domaine de logement. Et surtout, c'est des formes de discrimination quand les gens nous appellent, soit ils se font refuser l'accès au logement parce qu'ils ont beaucoup d'enfants. Soit ils se vont refuser l'accès au logement parce qu'ils n'ont pas encore de crédit. Donc, ça peut être un thème qui fait qu'on leur refuse le logement. Pour ce qui est, donc, c'est vraiment des thèmes qui reviennent souvent. Et effectivement, comme Maître Natou l'a dit, la GEFO avait fait un communiqué de presse où on reconnaissait le racisme systémique. Ça, c'était en 2020. Ça, c'était pour le mouvement, évidemment, pour appuyer le mouvement Black Lives Matter. Et il y avait eu, bien évidemment, des discussions qui ont été faites avec les juristes de la communauté noire. Il y avait aussi une formation qui a été faite en 2020 sur la réalité de la communauté noire. Particulièrement ce qui touche la profession. Et il y a aussi le fait que nous, au niveau du centre, on est venu vraiment renforcer nos capacités pour répondre aux demandes spécifiques, soit que ça soit lié au niveau de la discrimination raciale, des systèmes, des préjugés, des stéréotypes. Ce qui est intéressant aussi avec notre centre, c'est qu'on donne souvent des formations
soit pour vraiment outiller le public pour qu'il soit au courant, le public en général. Et nous avons aussi avec des liens avec des partenaires qui ont comme public cible des nouveaux arrivants où on donne des informations juridiques, soit en ce qui a trait à l'emploi, à la discrimination à l'emploi, etc. Donc, oui. Donc, au niveau du centre, c'est souvent des thèmes qui se répètent souvent, surtout parce que les gens, de plus en plus, ils commencent à s'informer. De bouche à oreille, ils entendent des expériences d'autres personnes. Donc, de plus en plus, ils commencent à dénoncer, à chercher des ressources. Donc, à ce niveau-là, je dirais que oui, il y a une hausse parce que les gens commencent à dénoncer la situation. Oui, et si je peux ajouter, moi, en fait, je pense que en fait, ça dépend de la perspective qu'on prend. Mais si on compare, par exemple, dans les années 1920, 1950, comparé à maintenant, c'est sûr qu'il y a eu, il y a eu quelques progrès. Donc, les politiques d'immigration ne sont plus discriminatoire ou raciste de la façon qu'elle était avant. Avant, c'était vraiment explicite. Le Canada avait des politiques racistes, des politiques qui faisaient en sorte que certaines personnes ne pouvaient pas venir au Canada, comme les Chinois, par exemple, ou même la politique, la règle de passage continu, qui faisait en sorte que les Indiens ne pouvaient pas venir au Canada parce qu'ils ne pouvaient pas venir directement de l'Inde, ou même, il y avait même une liste de pays dont les ressortissants pouvaient venir au Canada. Ça incluait le Royaume-Uni, la France, l'Irlande, les États-Unis. L'Europe, oui. L'Europe. Oui, voilà. Et cette liste, elle a été abolie en 1960 ou 62, mais c'est qu'à partir de 1967 qu'on a introduit le système des points. Et c'est à ce point-là que vraiment les choses ont commencé à un peu changer. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est beaucoup plus subtil maintenant. Donc, ce n'est pas aussi explicite qu'avant, mais on trouve qu'il y a du racisme. Par exemple, il y a eu un rapport qui a été publié en 2021 après une étude qui a été faite avec les employés de IRCC, de Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, où ils ont révélé qu'il y avait des micro-agressions racistes au sein de l'IRCC, que certains d'entre eux pensent que c'est l'une des raisons pour laquelle, ou le racisme qu'ils ont vu de la part des employeurs, de la part des gens qui prennent des décisions. Ils pensent que c'est la raison pour laquelle on a des délais de traitement au niveau des réfugiés. C'est la raison pour laquelle peut-être certains ressortissants de pays, par exemple d'Afrique, ne sont pas, leurs demandes sont refusées. Donc, il y a des problèmes à l'intérieur du système qui ne sont pas forcément très visibles. Mais comme Maître Jean-Louis a dit, je pense, c'est qu'on en parle beaucoup plus. Ça ressort maintenant, on commence à dénoncer, on commence à devenir beaucoup plus... on sait qu'il y a des problèmes. Or, avant, on ne le savait pas. J'aimerais aussi parler il y a un système qui s'appelle Chinook. Et il s'avère, c'est un système que IRCC utilise depuis 2018. Je pense que c'était en 2021 où les médias ont rapporté que ce système faisait de la discrimination parce ils se sont rendus compte que la plupart, enfin, il y avait un nombre élevé de ressortissants de pays d'Afrique qui se faisaient refuser leur demande de permis d'étudiant. Et c'est quelque chose que IRCC a nié pendant plusieurs mois et que le ministère a finalement reconnu en février 2022. Et donc, ça vous montre que malgré le fait qu'on n'a plus ces politiques discriminatoires ou racistes, on a quand même ces problèmes-là qui se passent et qui commencent à ressortir, en fait. Oui, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous. En fait, les politiques d'immigration du Canada étaient racistes jusqu'aux années 70. Et à partir des années 70, là, on a ouvert nos portes. Et voilà, il y a l'impact aujourd'hui. Et je dirais qu'aussi, ça correspond avec la fameuse loi sur le multiculturalisme canadien, qui date des années 70 et qui a permis cette ouverture, entre guillemets, sur le monde. Et on a accueilli des gens de partout, ce qui est assez fascinant. Maintenant, on voit l'impact sur la démographie canadienne, parce qu'on parle souvent de minorité, mais en fait, est-ce que
est-ce que les nouveaux immigrants sont vraiment en situation minoritaire? Je me pose la question. Dans le sens que notre démographie est en train de changer. Une personne comme moi, je suis en train de devenir très, très minoritaire à Toronto, là. Et quelqu'un qui me regarde, il ne connaît pas ma famille. Qui est dans ma famille? Est-ce que ce sont tous des Blancs? Peut-être pas. Alors, il ne faut pas rien prendre pour acquis. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que notre démographie est très changeante. Puis quand on pense à la population franco-torontoise, comme vous le savez, je pense mettre Notou et mettre Ogang parce que vous êtes basé à Toronto. Je veux dire, 2 personnes sur 3 francophones à Toronto sont d'origine africaine ou caribéenne ou sont des afro-descendants. Alors là, ça change la donne, ça change le portrait de nos populations et je pense qu'on est dans une situation où on essaie tant bien que mal de s'adapter à cette nouvelle réalité. Enfin, je parle de la situation du Grand Toronto, mais c'est quand même assez fort là, comme impact sur notre population dans la métropole canadienne. Donc, mais ça oui, dépend, en oui, fait. oui, allez-y, En fait, pardon. Ça dépend d'où vous habitez. Donc, si vous êtes dans une ville comme Toronto, c'est sûr que vous allez voir. Voilà, c'est ça. Si vous partez à l'extérieur de Toronto ou dans les petites villes, dans les villages, là, vous voyez que il n'y a pas beaucoup de diversité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui Oui, vont, quand on s'éloigne des centres urbains, c'est généralement le cas. Je sais pas, est-ce qu'il y avait un autre commentaire, Joe? Oui, pardon. Ouais, en fait, je me demandais en fait par rapport à ton commentaire, Annick, du changement de démographie, si ce ne serait pas aussi quelque chose qui motiverait justement le racisme systémique à se développer d'une manière plus insinueuse. Parce que je me rappelle que par rapport à la population d'origine chinoise, qu'il y a, par le passé, en fait, le Canada avait instauré une taxe spécialement pour eux. Je pense que c'était pour probablement limiter l'immigration. Et là, je me demande en fait que si il n'y aurait pas au sein du système, justement, par peur, parce qu'à l'époque, il me semble que la population chinoise allait devenir majoritaire au Canada, où c'était une peur en fait qu'il y avait. Et je me demande si maintenant cette peur ne serait pas orientée, en tout cas Peut-être. Au Peut-être. niveau de... Peut-être dans le Écoutez, c'est une réalité. C'est une réalité. Moi, je me réfère à une jurisprudence que j'ai étudiée quand j'étais à la faculté de droit, la fameuse décision de la Cour suprême Baker. Puis, il s'agissait d'une personne de race noire, racisée, qui avait fait une demande de résidence pour des considérations humanitaires et la demande avait été refusée. Et lorsque les notes de l'agent d'immigration ont été examinées, c'était exactement ça, le sentiment de l'agent. C'était un homme blanc qui avait évalué la demande et qui avait fait des notes à l'effet que cette personne racisée, on va lui donner la résidence permanente et ensuite, elle va se retrouver sur l'aide sociale qui va devenir un fardeau sur le système canadien. Il avait même écrit « Le Canada ne peut pas s'accorder, ne peut pas faire une erreur pareille, admettre des gens comme ça. » Et donc, c'est une réflexion d'une partie de la population canadienne, je dirais, de souche canadienne, qui ferait que cette mentalité va continuer à se manifester dans le travail. Et au niveau de l'immigration, souvent on voit des décisions teintées de racisme là, de la part de certains juges aussi, notamment parce que la population immigrante commence à devenir la population de la majorité. Oui. Je me demande aussi si ça ne rejoint pas une certaine partie une certaine génération.
certaines générations parmi la population, entre guillemets, blanche, qui réagit de cette façon. Parce que je trouve que les jeunes personnellement, je trouve que les jeunes adultes, les ados personnellement, je les trouve beaucoup plus ouverts sur la diversité. Mes petits-enfants sont dans une école hautement multiculturelle, puis ils n'ont aucune difficulté avec ça. Donc, ces enfants-là vont grandir, vont continuer d'évoluer dans une société hautement multiculturelle, peut-être probablement beaucoup plus multiculturelle que ce que moi j'ai connu quand j'avais leur âge. Donc, je trouve que ça quand même, ça peut avoir un impact. Merci beaucoup de vos commentaires. J'avais une autre question, si vous permettez. En fait, c'est vers Maître Angela Ogang, où je pense que chacune de vous l'a peut-être mentionné. C'est la question, enfin, la problématique ou le défi ou l'obstacle relié à l'accès aux finances pour être capable d'accéder aux services juridiques dont on pourrait avoir besoin. Alors, pour le bénéfice de nos auditoires, est-ce que vous pourriez peut-être nous récapituler ou nous repartager les ressources vers lesquelles on peut se tourner si moi, je suis une nouvelle immigrante puis je ressens une situation de discrimination, de préjugés ou de stéréotypes à mon égard? Qu'est-ce que vous proposez? Bon, d'abord, il faut savoir qu'il y a le Code des droits de la personne de l'Ontario. Donc, c'est un code qui va vous expliquer quels sont vos droits, qu'est-ce que vous pouvez faire. Mais il y a aussi plusieurs centres d'aide juridique. Donc, le centre d'aide juridique des droits de la personne, si vous voulez obtenir des informations sur vos droits ou sur les mesures que vous pouvez prendre, ou n'importe quel autre centre ou organisme communautaire qui peut vous guider dans la bonne direction. Et puis, si vous voulez déposer une plainte, il y a le tribunal le tribunal des droits de la personne qui peut aussi vous permettre d'accéder à des recours en fait auprès des tribunaux. Mais sinon, si vous voulez de façon générale savoir quels sont vos droits, quelles sont vos obligations, il y a plusieurs sites Internet qui ont été créés pour la population francophone, pas que pour les nouveaux arrivants, mais même pour des gens comme moi. Vous pouvez obtenir des renseignements sur les démarches à suivre. C'est vraiment des renseignements très, très détaillés. Il y a cliquerjustice.ca, il y a Clio, C-L-E-O. Si vous avez besoin d'un avocat, il y a aussi le barreau de l'Ontario qui vous permet de trouver un avocat en Ontario, dépendamment du domaine qui vous intéresse. Il y a aussi l'AGEFO, donc l'Association des juristes d'expression française. Maître Jean-Louis peut en parler un peu plus, mais qui a plein de ressources pour les francophones, plein de ressources juridiques. Ils organisent aussi, comme on en a parlé avant, des programmes d'éducation en fait, qui vous donnent tous les renseignements dont vous avez besoin pour plusieurs domaines, en fait, dans plusieurs domaines. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de ressources. C'est juste qu'il faut savoir où aller. Voilà. Oui. Voilà, c'est ça en fait. Et puis, je regarde les 3 panélistes qu'on a aujourd'hui. Vous offrez des services juridiques. Maître Aïssa Notou, les gens qui se tournent vers votre service, c'est gratuit en fait, n'est-ce pas? Oui, en effet. C'est gratuit, c'est gratuit, voilà. Nous sommes l'une des cliniques juridiques communautaires francophones. Parmi les 76 cliniques juridiques d'aide juridique qui existent, il n'y en a que 2 qui offrent des services en français aux justiciables francophones. Alors, c'est sûr que oui, pour les cliniques juridiques, les services sont gratuits. Les conseils sommaires sont disponibles pour tout le monde, mais c'est lorsqu'il s'agit d'une représentation juridique devant les tribunaux, là, il y a des critères d'éligibilité financière qui s'appliquent. Mais je dois dire la majorité de nos clients est éligible à nos services en principe, étant donné leur profil nouvellement arrivé, qui fait face à de la pauvreté et à d'autres barrières socio-économiques. La majorité sont disponibles, mais ils peuvent aussi contacter les cliniques juridiques pour obtenir la liste de ressources s'ils ne sont pas éligibles au service. Mais comme je l'ai dit, à la clinique juridique du Centre francophone du Grand Toronto, les services sont gratuits, du moins les conseils sommaires sont gratuits. Et nous sommes assez flexibles même lorsqu'il s'agit d'aider les personnes qui ont besoin d'une représentation juridique
Donc, c'est vraiment une des ressources, je dirais, assez faciles à retrouver pour les nouveaux arrivants. Francophone, oui. Francophone. Oui, tout à fait francophone ou peut-être francophile, mais davantage francophone, j'imagine. Et merci, Maître Notou. Alors, Maître Jean-Louis, je me retourne vers vous. Alors, vous avez mentionné que vous pouvez rencontrer les personnes à l'intérieur d'une réunion pour les informer. Alors, c'est un autre service qui est gratuit, ça aussi. Oui, absolument. Alors, au sein de la GECO, il y a plusieurs services qui sont gratuits. D'abord, le Centre d'information juridique de l'Ontario. Donc, c'est vraiment une rencontre de 30 minutes gratuite avec un ou une avocate, soit en français ou en anglais. Les personnes peuvent poser toutes les questions qu'ils ont par rapport à leur situation juridique. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de critères d'admissibilité. Donc, aussitôt que quelqu'un a une question face à un enjeu juridique, ils peuvent nous appeler. On peut leur donner des options, leur expliquer comment ça fonctionne le droit ontarien canadien. On peut aussi leur référer à d'autres organismes si jamais ils ont besoin d'aide traditionnelle, donc vraiment les diriger. Et c'est vraiment une fois par semaine qu'ils peuvent faire la rencontre avec nous, que ce soit par téléphone ou par Zoom. L'autre initiative aussi qu'il y a au sein de l'organisation, il y a Cliquer Justice. Donc, si la personne ne se sent pas à l'aise à faire une rencontre avec l'avocat, il peut se rendre sur le site Internet Cliquer Justice. C'est un portail pan-canadien qui comprend de l'information sur le droit de common law. Donc, ils peuvent obtenir de l'information juridique, c'est gratuit, c'est accessible en tout temps. Et il y a aussi une base de données qui peuvent où ils peuvent voir une liste d'organismes auxquels ils peuvent avoir droit. Et mis à part ça, il y a aussi Jurisource. C'est un site qui est souvent destiné aux professionnels de la justice, mais c'est quand même intéressant parce que c'est accessible. Donc, le grand public aussi peut accéder. Donc, ils peuvent avoir, par exemple, des modèles de contrats, ils peuvent accéder à des modèles de testament, ils peuvent accéder à des ébauches. Donc, il y a vraiment des terminologies qui sont vraiment sur ces sites-là. Donc, l'organisation en tant que telle, que ce soit au niveau du centre de Cliquer Justice, c'est vraiment informer le public en matière d'accès à la justice en français, les informer de leurs droits. Et juste pour ajouter ce que Maître Hogan a dit, par rapport au tribunal des droits de la personne, on réfère souvent les gens au centre d'assistance juridique en matière des droits de la personne du tribunal. Parce que souvent, ce centre-là, c'est des avocats qui travaillent aussi dans ce centre et ils peuvent expliquer les gens si oui ou non, est-ce qu'ils ont une situation de discrimination, si oui ou non, comment ils peuvent déposer la plainte en termes de discrimination. Donc, ça, c'est aussi des ressources qu'on réfère souvent. Bien évidemment, il y a Cléo qui offre aussi des formations. Et nous aussi, on fait souvent des présentations auprès des organismes communautaires, des partenaires que nous avons. Donc, ça peut être d'autres organismes. Donc, on fait de l'information, on donne des présentations d'informations juridiques. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Et n'importe quel organisme qui veut devenir partenaire avec nous peuvent aussi se rendre sur notre site Internet et devenir un de nos partenaires. Et ils peuvent nous dire c'est quel genre de présentation qu'ils veulent qu'on offre en fonction de leur population, en fonction de leur clientèle cible. D'accord, merci beaucoup. Je me tourne vers Maître Angela Hogan. Est-ce que parmi les clients que vous rencontrez, vous allez rediriger certaines personnes vers Aide juridique Ontario? Oui. Est-ce que ça peut arriver de donner ce conseil ou si vous voulez en parler un peu? Oui, ça arrive parce que, bon, moi, je pratique le droit de l'immigration, pas le droit des réfugiés. Il y a plusieurs fois où des gens me contactent en pensant que je peux les aider avec leur dossier en droit des réfugiés et je ne peux pas. Et donc, dans ce cas-là, soit je les réfère au barreau de l'Ontario ou soit je les réfère à Aide juridique Ontario, donc Legal Aid Ontario. Mais je voulais aussi ajouter par rapport à ce qui a été dit avant, c'est vraiment important pour les francophones de savoir où aller trouver ces informations-là parce que sinon, ils sont un peu perdus. Et ça m'a rappelé quand Maître Jean-Louis parlait, ça m'a rappelé d'un incident où je faisais du volontariat pour Pro Bono Ontario.
Et il n'y a pas beaucoup de francophones ou d'avocats bilingues qui font ce volontariat-là. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait une personne qui était d'origine nord-africaine qui avait besoin d'aide en français au sujet d'un dossier ou d'une affaire auprès de la Cour de justice de l'Ontario. Et parce que cette personne ne parlait pas anglais, il ne pouvait pas obtenir de conseils, il ne pouvait pas être assisté. Et donc, il fallait qu'il attende jusqu'à ce que quelqu'un qui parle français soit présent ou soit là pour pouvoir l'aider. Et quand je suis arrivée, j'ai relu les notes qui ont été prises à chaque fois qu'il appelait. J'ai vu que ça faisait à peu près 3 ou 4 semaines qu'il essayait d'obtenir des conseils. Et une fois qu'il a parlé avec moi, pour rendre les choses un peu pires, donc finalement, il a une personne qui peut le comprendre, mais il a une personne qui ne pratique pas le droit des litiges. Donc, je ne pouvais pas l'aider du tout. Il fallait que je me mette dans la file d'attente jusqu'à ce que quelqu'un qui est francophone et qui peut le donner des conseils en droit de litige soit de service. Et ça, c'est vraiment très, très dommage. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important de s'assurer que ces personnes-là savent où aller pour obtenir des conseils. Oui, tout à fait. Excellent. J'aimerais peut-être maintenant vous demander si vous pouvez nous informer à propos de nouvelles initiatives ou de projets ou d'activités dans lesquelles vous allez être impliqués prochainement. Est-ce qu'on peut faire le tour et que ça pourrait être d'intérêt pour l'auditoire? Je peux commencer. Oui. En parlant des jeunes, ça c'est un sujet que j'adore aussi. La clinique juridique a reçu un petit financement de son bailleur de l'aide juridique Ontario pour de l'éducation juridique pour les jeunes, notamment sur leurs droits et responsabilités. Alors, une des initiatives à laquelle on a pensé, c'est de créer des vidéocapsules. Parce qu'avec les jeunes, c'est très difficile de les regrouper. De les mobiliser. Oui, les mobiliser. Ou même lorsqu'on les mobilise, ils arrivent, ils ferment leur caméra, puis on ne sait pas si on a l'attention de ces jeunes ou non. Alors, on a pensé à créer des petites vidéos, capsules très brèves, mais qui sont quand même, qui attirent l'attention vraiment. Et on a pensé à inclure les jeunes. Donc, ce sont les jeunes qui seront dans ces vidéos. Et il y aura différents scénarios. Par exemple, il y a la police et les jeunes, la drogue ou le marijuana et les jeunes, le droit, les suspensions, les renvois de l'école et les droits des jeunes. Alors, on a déjà commencé à travailler sur la création de ces capsules et on aimerait faire le lancement d'ici probablement le mois de juin ou juillet. Alors, on pense vraiment que une fois que les jeunes commencent à s'impliquer vraiment dans ce genre d'initiative, ce sont eux qui vont aller dans leur communauté des jeunes, faire la promotion et parler de ces vidéos, dont l'objet, c'est vraiment de les sensibiliser sur leurs droits et responsabilités. Une autre initiative qu'on a lancée récemment chez nous à la clinique juridique, c'est les services aux victimes, les services en français bien sûr, aux victimes de violences sexuelles et de violences conjugales. Alors, nous avons embauché une avocate dont le mandat serait d'offrir des conseils de la représentation juridique aux personnes qui sont victimes de violences sexuelles. Et on va travailler avec tous les partenaires qui œuvrent dans le domaine du secteur de la violence faite aux femmes et des autres personnes aussi. Et on compte aussi aller dans les écoles, travailler avec les jeunes étudiants qui peuvent être victimes de violences, mais qui souvent ne divulguent pas le problème. Excellent, bravo. On va suivre ça dans les prochaines semaines. Alors, Maître Jean-Louis, est-ce que vous avez... Oui, en effet. Alors, donc, la GEFO fait souvent des campagnes d'information et de sensibilisation qui est destinée au public. Par exemple, il y a le harcèlement au travail. Donc, en ce moment, la GEFO coordonne un projet francophone, pan-canadien, de lutte contre le harcèlement sexuel au travail. Donc, c'est vraiment des membres
du réseau de la Fédération des associations des juristes d'expression française du Canada, donc la FAGEF, et plusieurs organismes francophones. Donc, c'est vraiment une initiative qui va être mise en place de 2021 jusqu'en 2024. Donc, on va vraiment sensibiliser le grand public pour ce qui est de l'enseignement sexuel au milieu de travail. La GEFO aussi avait réalisé une vidéo professionnelle sur le harcèlement sexuel au travail aussi qui était destinée au grand public. Ce qui s'en vient, c'est du 9 au 11 juin, il va y avoir le 42e congrès annuel de la GEFO cette année. Donc, ça va se faire à l'Université de l'Ontario à Toronto. Donc, c'est un panel de professionnels, d'avocats qui va discuter de divers enjeux. Ça va être plusieurs domaines, plusieurs thèmes. Donc, c'est quoi les enjeux clés qui ont marqué, par exemple, l'actualité en droit de l'immigration? Au niveau de la diversité et l'inclusion, le panel va aborder, par exemple, des diverses expériences et stratégies ou comment les entreprises peuvent encourager le recrutement en matière de diversité et inclusion. Il y a aussi les droits linguistiques. Donc, plusieurs thématiques qui seront abordées. Donc, ça va se passer du 9 au 11 juin de cette année à Toronto. OK, c'est très bientôt, là. Oui. Oui, c'est très bientôt et j'ai hâte d'y participer. On va vous retrouver à Toronto. Alors, voilà. Maître Angela Augagne, je crois que vous allez participer à une conférence ou vous allez donner des conférences bientôt? Oui, je vais donner des conférences. En fait, c'est en collaboration avec la Bibliothèque publique de Toronto. Bravo. Oui. Toujours à Toronto, c'est bien. Oui, toujours à Toronto et surtout avec, c'est Peter Kupidura qui travaille avec la bibliothèque qui m'a encouragé de mettre en œuvre cette présentation. Donc, ça va être en deux parties. Ça porte sur le droit de l'immigration, en fait. Donc, la première partie, ça va porter sur les programmes d'immigration pour les gens qui sont francophones et qui veulent s'installer en Ontario. Donc, c'est vraiment ciblé sur l'Ontario et sur les francophones. Et la deuxième partie, ça sera plus, ça va explorer le parcours d'intégration des personnes qui décident de venir s'installer en Ontario. Et puis bon, le parcours d'intégration, ça ne commence pas au Canada, ça commence bien avant. Donc, on va parler de ce qu'ils peuvent faire pour se préparer à venir au Canada et jusqu'à ce qu'ils obtiennent, une fois qu'ils sont au Canada, jusqu'à ce qu'ils obtiennent la citoyenneté canadienne. Et en fait, le souci, en fait, c'était de s'assurer que les gens savent où trouver les informations, à quoi s'attendre, parce que franchement, j'en ai eu marre de voir qu'il y a plein de gens qui viennent au Canada et qui sont perdus et qui ne savent vraiment pas quoi faire. Donc, il fallait j'ai trouvé ça très important de mettre en place un programme qui peuvent leur donner les renseignements qu'il faut, dont ils ont besoin, en fait, avant de venir au Canada et même quand ils y sont. Donc, ouais. Peut-être que vous devriez faire une tournée. On va commencer. Donc, rappelez-nous les dates de vos conférences. Oui, donc la première partie, ça sera le 11 juin à 12 h. Et puis la deuxième partie, ça sera le 18 juin, donc la semaine d'après, même heure à 12 h. Donc, on peut s'inscrire via le site de la bibliothèque ou comment? Oui, on peut s'inscrire via le site et je peux aussi partager les liens avec vous, avec Choc FM et puis avec l'Express de Toronto aussi. Mais la raison pour laquelle on a choisi 12 h, donc midi, c'est parce qu'on voulait faire en sorte que les gens de partout dans le monde peuvent s'inscrire. Donc, les gens qui sont soit basés en Afrique ou en Asie, ou même en Océanie, en Australie, mais aussi les gens qui sont à Vancouver et qui veulent, ou ailleurs, qui veulent y participer. En fait, c'est pour que ça soit une heure qui est convenable pour tout le monde. Oui, qui est une heure inclusive. Oui, absolument. Une heure inclusive qui rejoint plusieurs personnes qui sont dans différents fuseaux. D'accord, excellent. Merci. Merci à vous trois. Joe, est-ce que vous avez une question? Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir à ce dont on avait parlé par rapport aux défis en matière de justice. Et en fait, bon, en repensant en fait, à chaque chose que vous avez cité, bon, c'était comme une checklist et j'ai vu que j'ai dû faire face à chacun de ces défis.
Et que, en fait, moi, je me suis retrouvé en gros, je pense que ça doit être le cas de beaucoup de gens, nouveaux immigrants et personnes dites racialisées, c'est que quand on se retrouve face à des séries successives d'actes racistes, au bout d'un moment, on se sent un peu, je dirais, blasé, et on se dit, ah, on veut juste continuer, en fait, parce qu'il y a encore beaucoup d'autres défis qui nous attendent. Et je me rends compte qu'il y a au niveau de la représentation, en fait, c'est quelque chose, comment expliquer? En gros, la réflexion que j'avais, c'est que bon, il y a une série de défis, et ce qui fait que, par exemple, moi, je suis pas parti voir un avocat, c'est que je ne me sens pas en fait représenté au niveau du système de justice. Et je me dis, est-ce qu'il y a un moyen au niveau du gouvernement en fait de faire en sorte de d'avoir davantage en fait de représentation au niveau du système. Par exemple, on parlait du IRCC. Et, et donc, ouais, je me disais que, est-ce que vous pensez que le problème de représentation peut avoir une grande influence ou une influence sur la situation de racisme au niveau de la justice? Oui, si je peux vite répondre à cette Ouais. question, absolument. Et d'ailleurs, IRCC s'est engagé en 2021 à faire en sorte tu sais, qu'il n'y a pas de racisme au niveau de ses politiques, au niveau des programmes, au niveau des initiatives. Mais il y a aussi le fait que, bon, il faut s'assurer qu'il y a de la représentation au niveau des gens qui prennent les décisions. Et je Oui, les pense que décideurs. oui, c'était Maître Notou qui avait indiqué que à la commission, la plupart des décideurs sont des personnes blanches. Et donc, c'est pas pour dire que forcément, que si on est blanc, ça veut dire qu'on est raciste, pas du tout. Et ça veut pas, et c'est pas non plus que si vous avez de la diversité, ça va assurer que, tu sais, il n'y aura pas de racisme. Exactement. On peut quand même trouver des gens qui sont noirs et qui sont racistes. Mais c'est sûr qu'avec plus de diversité, on a tendance à avoir beaucoup plus d'impartialité et puis c'est beaucoup plus juste. C'est un système plus juste. Et donc, c'est quelque chose qu'on doit encourager. Et je pense que c'est quelque chose que les institutions gouvernementales essayent de faire et sont vraiment très actives dans ce sens-là. Mais il y a encore des efforts à faire. Mais même au niveau du système de justice, je veux dire, parmi les juristes et les juges aussi, je ne parle pas de la commission de l'immigration, où il y a des décideurs, mais je parle du système de justice. On a parlé tout à l'heure des jeunes noirs qui sont aux prises avec des problèmes avec la police et le système de justice. Souvent, il y a une sous-représentation de juristes noirs et même de juges noirs dans la profession juridique. Et c'est là, je pense qu'il y a du travail systémique à faire pour que cette situation change. Il faudrait qu'il y ait des politiques pour encourager les personnes qui sont racisées, que ce soit immigrantes ou non, à faire partie du système de justice pour qu'il y ait une représentativité de la part de ces personnes qui vont, que ce soit au niveau des avocats ou des juges, qui jouent quand même des rôles clés dans le système de la justice. Je sais que le barreau de l'Ontario, si je ne me trompe pas, ça fait quelques années, si je ne me trompe pas, c'est depuis 2016 que le barreau a entrepris des mesures pour améliorer la diversité au sein de la profession juridique en Ontario. Par exemple, ils imposent aux cabinets d'avocats d'une certaine taille de faire des efforts pour que leur personnel soit plus représentatif de la diversité raciale. Et ces cabinets ont même à fournir des comptes rendus de leurs progrès au barreau. Et donc, ça, c'est ce genre d'initiative qui va faire de sorte que la profession juridique sera plus représentative de la population que ces avocats représentent. Mais il y a aussi, au niveau de l'AGFO, je vois qu'il y a des efforts qui ont déjà été faits, mais il y a beaucoup plus d'initiatives qui seront requises. Les associations des barreaux
pas juste de l'Ontario, mais du Canada en entier, mais aussi au niveau des facultés des droits dans les écoles, dans les universités. Souvent, il y a beaucoup de préjugés qui existent. Encore une fois, c'est très subtil, qui font que les étudiants racisés sont exclus, que ce soit au niveau des exigences qui sont requises pour l'admission dans ces écoles. Souvent, le parcours d'une personne n'est pas considéré. Une personne qui n'a peut-être pas des notes très élevées peut très bien être un candidat ou une candidate admissible à un programme de droit, mais il faut quand même que le parcours de ces personnes soit pris en considération dans les décisions d'admettre ces étudiants ou non dans les facultés de droit. Donc, c'est vrai. Donc, encore une fois, établir des politiques qui, en principe, devraient assurer l'égalité, mais encore faut-il que ces politiques-là soient renforcées parce que la réalité, c'est qu'on entend souvent dire que, évidemment, le gouvernement a un rôle à jouer, les organismes, les employeurs, tout le monde a un rôle à jouer, soit en termes de lutte pour assurer l'égalité, l'équité. Donc, de façon générale, on voit c'est souvent des belles paroles, mais dans les faits, c'est pas la réalité. Et c'est vrai, les gens ont souvent tendance à aller chercher les gens qui leur ressemblent parce qu'ils ont toujours la méfiance de est-ce que je serai acceptée, parce que souvent les gens peuvent se sentir différents, soit par rapport à l'attitude que l'autre personne pourrait avoir avec eux. C'est pour ça qu'ils ont toujours tendance à aller trouver les gens qui leur ressemblent. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du barreau et même des fois, même au centre, souvent les gens, quand ils disent qu'ils veulent trouver un avocat, ils demandent est-ce que c'est possible de trouver un avocat qui parle leur langue. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du barreau, dans le répertoire, c'est possible. Souvent, il y a des avocats qui parlent comme première langue. Leur langue, c'est espagnol ou autre. Et puis, les gens ont souvent tendance à aller chercher ce type d'avocat-là. Surtout, soit parce que c'est plus une façon de compréhension, parce qu'ils sont plus habiles en termes de langue maternelle, ou ils pensent que l'avocat serait plus en mesure de mieux comprendre la situation parce qu'ils parlent leur langue. Donc, oui, tout le monde, bien évidemment, il y a un rôle à jouer. Comme Med Natou a donné l'exemple au niveau de l'université, les conseils d'administration, les gens qui prennent les décisions. Il y a aussi, c'est important aussi que le grand public fasse partie de la discussion. Donc, même au niveau des politiques, c'est important qu'on sache, qu'on ait les témoignages des gens sur le terrain, qui savent exactement c'est quoi la réalité, c'est quoi qui se passe de façon générale. Donc, c'est ce point-là que je voulais ajouter. Oui, oui, j'allais dire, on pourrait citer peut-être l'exemple de la Commission des réfugiés quand même, qui travaille avec plusieurs interprètes, qui vont représenter les diverses cultures de personnes qui se présentent devant la Commission des réfugiés. Enfin, je pense que c'est un exemple assez positif, mais personnellement, je trouve que, enfin, dans la fonction publique en général, on a besoin d'élargir la représentation de la diversité dans la fonction publique de façon générale. Est-ce qu'il y a une autre intervention, Joe? Oui, je voulais juste ajouter, mais ça, c'est par rapport aux francophones. Donc, c'est une chose de dire que, bon, vous avez le droit d'utiliser le français auprès des tribunaux, dans les services gouvernementaux et tout ça, mais si l'option n'est pas disponible, ça sert à quoi? Donc, il y a plusieurs instances où les gens se présentent auprès des tribunaux et ils ne peuvent pas trouver des gens qui parlent français. Ils n'ont pas offert des services en français. Et donc, encore, on se demande, ça sert à quoi de dire qu'on a le droit d'utiliser le français si on n'a pas, on ne nous donne pas l'occasion de le faire. Et la même chose, si par exemple, si par exemple on présente une demande auprès du tribunal et que le juge qui s'occupe ou traite la demande ne parle pas français,
et qu'il faut attendre plusieurs mois pour trouver quelqu'un qui peut nous comprendre, encore, ça crée des problèmes d'accès à la justice. Et c'est quelque chose, en fait, le gouvernement doit prendre des mesures pour s'assurer que l'accès aux services en français est vraiment est en place, en fait. Il ne faut pas juste en parler, il faut prendre des mesures concrètes. Oui, on a la commissaire aux services en français, mais est-ce que c'est suffisant pour traiter les plaintes, justement, qui proviennent de personnes comme francophones, qui ont le droit d'avoir accès aux services en français en matière de justice et autres. Donc, souhaitons que le gouvernement de l'Ontario va bien nous écouter ce soir pour prendre des mesures, pour s'assurer qu'on ait les services en français en matière de justice, entre autres. Parce que c'est vraiment un secteur où il y a énormément de besoins. Hein. La justice, la santé, ce sont des secteurs où on a énormément de besoins pour justement avoir accès aux services en français. Oui, et d'ailleurs, le rapport de la commissaire des services en français, je pense, a révélé que, bon, par exemple, dans le tribunal, je ne me rappelle plus le nom, the Landlord and Tenant Board, il y a 80 membres et il n'y en a que 3 qui parlent français. Et donc, vous pouvez voir le problème. Et ça, en soi, oui, on le vit à la clinique juridique parce qu'on représente des locataires qui ont reçu des avis d'éviction de la part des propriétaires. Et lorsqu'on demande pour avoir une audience en français, le délai d'attente est beaucoup plus long pour les justiciables francophones, les locataires francophones, que pour un anglophone, si bien que le locataire dit toujours, ou le justiciable francophone, parce que ce n'est pas juste à la commission de la location immobilière que ce problème existe, mais partout, dans tous les tribunaux, même aux tribunaux de droit de la famille, et ils finissent par dire, donc, écoutez, moi, je suis prêt à aller devant un juge anglophone, je suis prêt à obtenir les services d'un interprète, justement parce que le délai serait moins long que si je devais attendre pour comparaître devant un décideur bilingue francophone. Donc, ça, c'est vraiment un problème qui persiste depuis des années. Et il faut absolument que le gouvernement fasse quelque chose à ce sujet. De manière générale, quelle serait votre vision pour le futur par rapport à ce que vous faites en fait pour faire en sorte d'améliorer la vie de la communauté? Maître Notou? Ça dépend des domaines de droit. Si je reviens au problème avec la police, je veux dire, ça c'est un gros problème avec non seulement les jeunes noirs, mais aussi la population noire. Les problèmes continuent jusqu'à ce jour. On parle toujours qu'il faut une réforme dans le système de la police. Pour moi, ça prend quand même une formation. Il faut absolument qu'il y ait une révision dans la formation qui est donnée aux policiers pour les rendre plus sensibles aux réalités que vivent la population racisée, la population ethnoculturelle. Je pense que c'est là vraiment où il va falloir qu'on mette la forme et la substance. Là, on parle, mais il n'y a rien de concret qui se passe. Mais il y a aussi, même dans les pratiques, ce n'est pas la formation, mais il faut absolument qu'il y ait des efforts qui soient faits pour qu'il y ait une sensibilisation pour la force policière, d'aller vers les communautés racisées, de comprendre leurs enjeux, de rétablir la confiance. Parce qu'il y a vraiment un sentiment de méfiance entre la communauté racisée et la police. Donc, rétablir les relations de confiance dans un premier temps, avant même de penser à apporter des gros changements pour éliminer le racisme et le problème de la discrimination contre les Noirs. Maître Jean-Louis? Oui, en effet. Ce qui est important d'abord, c'est même au niveau du futur, c'est toujours le dénoncer, toujours en parler, parce que souvent, c'est un sujet que de nombreuses personnes ne se sentent pas à l'aise à discuter ou ne veulent tout simplement pas parler de la réalité. La sensibilisation, l'information, ça, ce sont les clés, pas juste au niveau des professionnels ou les gens qui travaillent dans le milieu,
mais aussi sensibiliser, informer, éduquer le public, si même commencer à travers les écoles, parce que parfois ça peut commencer dès le plus jeune âge, que les informations sont inculquées aux plus jeunes et ensuite ça se transmet de fil en aiguille, de génération en génération. Donc, je pense que c'est à travers l'information, je pense que c'est important aussi d'utiliser les réseaux sociaux parce que de plus en plus de gens utilisent ce genre pour avoir de l'information. Donc, vraiment utiliser les réseaux sociaux pour mettre de l'information, pour que les gens soient au courant, trouvent que l'information soit accessible. Et une autre manière, je dirais aussi, c'est que vraiment, c'est un travail qui doit se faire en collaboration, que ce soit à travers les organismes, les intervenants, avoir les membres du public dans la table de discussion. Donc, c'est vraiment pour collecter, aller chercher de l'information pour savoir effectivement c'est quoi les problèmes, c'est quoi les obstacles auxquels les gens y font face. Donc, vraiment, aller chercher, aller consulter directement les personnes touchées pour voir comment trouver les solutions. Ou parfois, même ces gens peuvent aussi donner des idées en termes de solutions. Donc, c'est pour ça que c'est important de regrouper. Tout le monde joue un rôle déterminant, ce qui a trait soit à la lutte contre le racisme ou lutter par rapport aux politiques, s'assurer qu'il y a des traitements et s'assurer que les gens soient traités de manière égale. Donc, c'est tout le monde qui a un rôle à jouer. C'est pour ça que ça prend un effort, une coordination avec tous les acteurs dans la société. Oui. Maître Ogang? Oui, Maître Notou et Maître ont tout dit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. OK. Il reste quand même que comme francophones issus de la diversité, on est quand même en situation minoritaire. Hein? On parlait un peu plus tôt de la démographie, mais il reste quand même que la situation d'une personne afrodescendante qui arrive à Toronto, qui est francophone, bon, il fait partie de la diversité, mais il est aussi en situation minoritaire. Alors, c'est un double défi en plus. Enfin, ça m'apparaît comme un double défi par rapport à l'inclusion sociale, à l'accès à la justice, etc. Mm-hmm. Oui, en effet, Annie, pendant que tu dis ça me fait penser. Quand j'ai emménagé à Ottawa, justement, moi, je viens d'Haïti, donc l'anglais, ça ne faisait pas partie de ma langue parlée. Donc, le fait que je me sentais minoritaire francophone à Ottawa, ça m'a forcé en quelque sorte d'aller apprendre une autre langue l'anglais, parce que j'étais consciente de la réalité. Donc, l'accès à des services, pas juste au niveau de la justice, soit au niveau de l'emploi. Donc, des fois, ça nous force à aller apprendre une langue. C'est pas que c'est mauvais, mais la réalité est que des fois, on est forcé de faire quelque chose auquel on ne pensait pas. Donc, moi, le fait que quand je suis arrivée à Ottawa, j'ai vu les difficultés auxquelles quelqu'un francophone peut avoir en termes d'emploi, en termes de logement, en termes de communication, en termes d'aller dans un magasin pour converser avec les employés qui travaillent. Donc, ça, c'est toutes les difficultés que les francophones, moi, en tant que francophone, j'ai eues au fil des années. Bon, c'est intéressant. Moi, j'aimerais souligner aussi le problème des francophones qui décident d'avoir une famille, en fait, dans une société qui est majoritairement anglophone. Bon, moi, je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des nièces et des neveux. Et ce que j'ai observé, c'est que mes sœurs se sont senties presque forcées de mettre leurs enfants dans des écoles soit anglophones ou d'immersion, immersion. Donc, pas des écoles complètement françaises, francophones, parce qu'elles avaient peur que ça allait créer des difficultés pour leurs enfants plus tard.
Donc, des difficultés à trouver des universités, des difficultés à communiquer avec le reste du monde, le reste du Canada. Et c'est pour ça que mes sœurs ont choisi un système hybride, en fait, où les enfants ont l'opportunité de parler anglais et français. Mais on sait très bien que Immersion, ce n'est pas une école française. Et donc, ce n'est pas le même niveau de français que moi, j'ai appris quand je suis allée dans une école complètement en français. Et malheureusement, c'est ce qui se passe quand on est dans une situation, en situation minoritaire. On prend des décisions qu'on ne prendrait pas si on habitait dans un pays où la plupart des gens parlaient français. Oui, pourtant, on peut facilement quand même apprendre l'anglais, hein. En allant à l'école en français, on est tellement dans un milieu anglo-dominant qu'on l'apprend de toutes les façons. Mais enfin, oui, c'est tout à fait. Moi aussi, j'ai remarqué ce que vous avez dit, ce que vous venez de partager, Angela. Mais je voulais quand même souligner le fait que nous avons 3 avocates ici qui sont représentantes de notre diversité. Et ça, je trouve ça vraiment super. Vous fournissez un excellent exemple de ce qu'on a discuté ce soir pour justement faciliter l'accès aux services à la justice, aux informations, pouvoir aiguiller les gens vers les ressources qui leur conviennent. Et vous l'avez dit, c'est plus facile quand on se sent plus à l'aise avec quelqu'un qui peut-être nous ressemble un peu plus. Donc, c'est vraiment superbe de voir qu'on a devant nous cette belle représentation. Non, mais c'est vrai ce que Annick dit, parce que je me dis que moi, qui me suis retrouvé dans des situations de discrimination, si j'avais su en fait qu'il y avait des personnes comme vous, en tant qu'avocate, peut-être que je me serais dit, que je devrais aller faire valoir mes droits, au lieu de me dire que peut-être que si je me retrouve face à une ou un avocat caucasien, qui peut-être ils vont pas vraiment valider mon expérience ou ils vont pas vraiment comprendre, et du coup donc je sentais pas en fait l'intérêt. Et donc je voulais vraiment vous remercier pour tout ce que vous faites pour la communauté, parce que c'est vraiment admirable, et on a vraiment besoin en fait de une grande représentation de notre communauté francophone plurielle. Ouais. Je pense aussi qu'on a une responsabilité en tant qu'avocate issue de l'immigration francophone d'encourager aussi d'autres personnes immigrantes ou racisées à travailler pour rejoindre la profession juridique. À titre d'exemple, moi, à la clinique juridique, nous recevons souvent des demandes de la part des étudiants en droit ou des stagiaires qui veulent compléter leur stage à la clinique juridique, et je me fais toujours une note de la diversité est toujours là dans mon esprit. Si j'ai 2 ou 3 personnes qui sont également qualifiées, je donnerai en principe la priorité à la personne issue de la diversité, notamment parce que je sais que la profession est sous-représentée. La profession juridique est sous-représentée. Donc, je pense qu'en tant qu'avocate, on a quand même cette obligation de continuer à encourager d'autres personnes se trouvant dans cette situation nouvellement arrivée que elles peuvent accéder à la profession juridique et qu'il y a des personnes, des mentors qui existent pour les aider à le faire. Motiver la relève, encourager la relève, absolument. Exactement. Oui, tout à fait. Voilà. Excellent. Je tiens vraiment à souligner que n'hésitez pas, si vous avez des initiatives ou sur ce thème ou autre, n'hésitez pas à contacter Choc FM, parce que Choc FM 105.1, c'est vraiment notre mandat, c'est d'être la voix de la communauté francophone plurielle. Donc, on veut vraiment en fait que chaque organisme se sente libre de venir nous contacter, et que nous sommes vraiment là pour aider à donner une plateforme à toute la francophonie, quelle que soit l'origine culturelle, parce que ce qui est important en fait, c'est que nous soyons tous ensemble et que nous sommes connectés par un système de valeurs qui nous permet en fait d'aller de l'avant et de vivre en harmonie dans le Canada. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous contacter.
parce que je pense que nous allons terminer sur ces notes positives. Et je tiens vraiment, encore une fois, à vous remercier. Je tiens à remercier Annick pour son travail admirable sur Socrates 105.1, car vraiment, elle fait une grande différence. Et c'est exactement, pour moi, c'est exactement l'image de l'allié, en fait. Parce que pour résoudre le problème du racisme, je ne pense pas que c'est juste entre personnes issues de l'immigration ou dites racisées que les solutions vont arriver, mais il faut vraiment que nous travaillions tous ensemble et que le contenu en fait que nous créons, ce n'est pas que pour les personnes victimes de racisme, mais c'est également en fait pour les alliés qui souhaiteraient savoir davantage en fait quelle est la réalité des personnes victimes de racisme et de quelle manière il est possible d'aider ou de faire en sorte en fait que nous puissions éradiquer le racisme et la discrimination une fois pour toutes, même si je me doute que ce sera sûrement pas de notre vivant que ça va se passer, mais nous mettrons des pierres en fait vraiment importantes. Donc encore une fois, merci beaucoup. Et je tiens à remercier le gouvernement du Canada qui nous a permis en fait de réaliser ce projet. Et je remercie également toute l'équipe de Choc FM 105.1 qui travaille d'arrache-pied pour faire en sorte que la communauté francophone plurielle puisse avoir une plateforme. Donc, merci à toutes et à tous. Et je donne la parole en fait pour le mot de la fin, si vous en avez un. Ça m'a vraiment fait plaisir de participer à ce panel. Comme je le disais la première fois, il faut continuer le dialogue sur le racisme. C'est la seule façon qu'on va continuer à lutter contre ce fléau. Pour moi, c'est très important de continuer à avoir des initiatives telles que celle-ci, continuer à parler, revendiquer les droits et c'est de cette façon qu'on va pouvoir arriver à des solutions concrètes. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invité ce soir. C'est un plaisir pour nous. Voilà. Vous remercier, vous faites un travail vraiment remarquable. Choc FM, Express, Annick, sérieusement, je vous aime beaucoup. Non, c'est vous là, c'est vous. Vous êtes des ressources, vous êtes l'exemple. Mais c'est sûr que le racisme, ça nous affecte tous, en fait, parce qu'on a tous soit quelqu'un qu'on connaît, un membre de notre famille, un ami, un collègue qui est racialisé. Donc, je pense que ça bénéficie. Tout le monde peut bénéficier des efforts qui sont faits par des avocates comme Maître Notou, Maître Jean-Louis, et puis Choc FM, et puis l'Express aussi. Donc, oui, ça a été dit, mais on a tous un travail à faire, en fait. Ensemble. En effet. Alors, moi, mot de la fin, merci de m'avoir invité. C'est un projet que je trouve fort intéressant, un domaine, un sujet qui me touche assez particulier. Donc, merci pour l'invitation. Mot de la fin, c'est de dire que les ressources sont accessibles, les ressources sont disponibles. Allez chercher l'information, trouver. Il y a de l'information. Et j'aimerais aussi, si je peux me permettre, si jamais, pour ceux qui nous écoutent, si jamais vous avez des problèmes d'ordre juridique ou vous aimeriez obtenir de l'information, vous pouvez toujours contacter le Centre d'information juridique de l'Ontario. Les rencontres, c'est soit en français, soit en anglais, c'est dans tous les domaines du droit. Donc, n'hésitez pas à nous appeler. Ok, ben, je vous remercie beaucoup et je vous dis au revoir et pour un prochain épisode de Stop Racisme 105.1. Merci beaucoup encore. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah. Merci.